Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle semaine de présentation. Par la grâce de Dieu, nous allons un peu mieux. Ce matin, nous avons décidé justement d'être avec vous pour l'aventure également et nous espérons aller encore mieux parce que nous avons eu un petit bobo en fin de semaine passée du moins, mais par la grâce de Dieu, ça va beaucoup mieux. Merci à Francis Emmanuel Zongo qui a assuré l'émission du vendredi passé et merci à vous de votre fidélité. Alors, cette semaine, nous partons à Zorgo pour vous faire découvrir, le musée de Warba de Zorgo. Ça sera dans la rubrique à la découverte 2. Et aujourd'hui, dans la rubrique invité du jour, nous parlerons de mendicité et islam parce que vous entendez aujourd'hui parler donc de la lutte contre la mendicité. Beaucoup font allusion à l'islam. Aujourd'hui, avec Imam Noun Bakayoko du Serfi, il va nous éclairer davantage que dit l'islam sur la mendicité. On va en parler dans la rubrique invité du jour. Et plus tard, on recevra d'autres annonceurs pour parler des activités à venir. Mesdames et messieurs, bonjour encore et bienvenue à Bonjour le Faso. Nous démarrons tout de suite et maintenant la première rubrique, c'est à la découverte. La rubrique à la découverte de nous conduit à Zorgo. On vous laisse découvrir. Cette semaine, nous sommes dans le Ganzourgou pour vous faire découvrir un musée atypique. Il s'agit du musée de Warba de Zorgo. Alors, je vous amène à la découverte du musée de Warba de Zorgo qui a vu le jour en 2000. Le musée de Warba est situé à l'entrée de la ville de Zorgo, à droite en provenance de Ouagadougou. Le musée de Warba de Zorgo a été créé en 2008 par l'association Génération Montante pour le développement du Ganzourgou. Cette association organise depuis quelques années le festival Warba de Zorgo qui draine beaucoup de festivaliers. Construire ce musée qui valorise la danse Warba, c'est participer à la valorisation de cette danse du terroir. Le musée de Warba vise à doter la province du Ganzourgou d'une mémoire vive du festival Warba en vue de pérenniser cette danse. Dès la porte du musée de Warba, il y a une statue d'un danseur de Warba avec son accoutrement. Ce danseur tient au niveau de ses mains des instruments et accessoires utilisés lors de la danse de Warba. Dès l'entrée dans la cour, à droite vous avez la salle d'exposition. La visite dans cette salle commence toujours de la droite vers la gauche. Le musée de Warba conserve et expose des instruments de musique, des accoutrements de danse, des photos et des tableaux de peinture produits dans le cadre du festival Warba. Dans cette salle d'exposition, vous verrez les images de différents types de tambours traditionnels appelés bendré, des instruments de musique lunga et d'autres instruments utilisés par les troupes de danse Warba. Vous observerez des mannequins habillés en tenue traditionnelle avec les accessoires des danseurs de Warba. Vous aurez également des photos des troupes de danse Warba lors des différentes éditions du festival Warba de Zorgo. On a aussi des photos de prestations de ces troupes Warba de Zorgo à des événements culturels au Burkina et à l'extérieur. Rappelons que le Warba est une danse les plus importantes et populaires du milieu Mouaga. Elle est une danse d'endurance et de souplesse. Le Warba est une occasion de défi pour les danseurs de tester les forces occultes par les jets de projectiles connus sous l'appellation Pebre en Moré. Les troupes de Warba se préparent mystiquement. Le musée de Warba est ouvert au public national et international. Les élèves sont d'ailleurs ceux qui visitent le plus le musée de Warba de Zorgo. Alors, n'hésitez pas à faire un tour au musée de Warba lorsque vous serez de passage à Zorgo. Alors, nous étions au musée de Warba de Zorgo. J'espère que vous avez beaucoup appris concernant le musée de Warba de Zorgo. Si vous êtes de passage à Zorgo, n'hésitez surtout pas à visiter le musée de Warba de Zorgo. Il y a des merveilles à découvrir. C'est notre patrimoine culturel que vous découvrirez ici. Alors, on se retrouve sur le plateau. En attendant, nous profitons de la bonne sonorité.
Merci beaucoup. Vous suiviez à l'instant l'élément sur le musée de Waraba de Zorgo. On vous invite à y aller. Hein. Une fois de passage à Zorgo, vous pouvez visiter ce musée-là qui vous offre donc à découvrir notamment ces aspects en lien avec le Warba, que ce soit la tenue vestimentaire, l'accoutrement pour la danse, les instruments utilisés lors de la danse Warba et surtout aussi les photos du festival Warba de Zorgo. Vous avez la possibilité de visiter tout ça au niveau du musée. Merci de votre attention. Nous allons marquer une petite pause et on se retrouve juste. Pour ce matin, nous sommes avec Elhaj Amadé Soro. Bonjour Elhaj. Bonjour Abdeta. Bonjour à toutes et à tous. Merci bien. On découvre les titres d'abord. Absolument. Et nous commençons par les journaux L'Express du Faso, édité à Bobo Dioulasso. À la une de l'Express du Faso, construction des caniveaux en cours à Bobo. Bientôt, on ne parlera plus d'inondation à Sarfalo. C'est donc le ministre Adama Luc Sorgo qui fait cette déclaration. Autant les dire, réforme tous azimuts, pourvu qu'elle soit vraiment bonne. Journée nationale du transport pareil. Nous sommes satisfaits de l'engouement. PMUB, un parieur empoche plus de 65 millions de francs CFA. CHI de Tenganugo, la Chine offre du matériel médical. Région de Adega, la fondation CER l'EDA offre 12 salles de classe, des latrines et des forages. À la suite du journal L'Express du Faso, place au journal L'Observateur parlera. À la une de l'Obs, PMUB, Tandem Maxime Sem, 300 francs et récolte plus de 60 millions. Vol à main armée et cambriolage à Kaya, 3 présumés malfrats, dont 2 ex-VDP au frein. Arrivée des Gazaouis en Afrique du Sud, une déportation qui ne dit pas son nom. Douane de Banfora, la brigade mobile avance, la fraude recule. Lancement campagne nationale des Messira, le PM trace la voie de la solidarité qui de l'élevage aux populations réinstallées, 300 bénéficiaires à Mané. Coupe du monde U17, le Burkina s'offre l'Allemagne et file en 8e de finale. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé cette fois-ci, avec le journal Sidoaya. À la une de Sidoaya, droit de transmission de la CAN 2025 des télévisions nationales d'Afrique subsaharienne francophone dénonce une discrimination. Allemagne, Burkina 0-1, les étalons s'offrent le scalp du champion en titre éditorial Ensemble pour une économie souveraine. Sotigui Awards 2025, le Sénégalais Ibrahim Baye remporte les Sotigui d'or. Solidarité nationale, le Premier ministre lance la campagne des Messira. Face au Mebo, le patronat de l'ex-région de l'Est apporte une contribution de 15 millions de francs CFA. Transport ferroviaire, le gouvernement burkinabé relance donc la dynamique du rail à Bobo Dioulasso. Place au journal La Nation, à la une de La Nation, qui était mensuel. Ancien président, retraite dorée pour certains et amère pour d'autres. Aboubakar Zida Dissidnaba, un véritable self-made man. Éclairage des postes de péage du Burkina, une initiative bien appréciée par les bénéficiaires. Blocus imposé par des terroristes au Mali, les leçons à tirer. Cameroun, Côte d'Ivoire et Tanzanie, des élections aux allures du vernis démocratique. 4e colloque international de l'Aube nouvelle, les menaces et opportunités de l'intelligence artificielle diagnostiquées par les experts. Place à présent au journal Le Quotidien. À la une du quotidien, lutte contre le terrorisme à l'Est, le commandant du COTN galvanise les troupes. Vol à main armée et cambriolage à Kaya, Papadopel, sénégalais, 2 ex-VDP dans les mailles de la police. Vertu du Moringa à la découverte des diamants Moringa, certifié bio dans la promotion de l'or vert au Burkina. Le voyageur de Guéna, Bama, les populations baptisent le pont de Bana Keledaga du nom du président Ibrahim Traoré. TGI Ouagadougou
un étranger homosexuel condamné à 24 mois de prison ferme. Droit TV, Cannes 2025, les télévisions francophones d'Afrique subsaharienne dénoncent une répartition injuste. Lutte contre les sachets plastiques à Bobo, 9 commerçants et 2 unités industrielles sanctionnées. Nous poursuivons cette fois-ci avec le journal Aujourd'hui au Faso. À la une d'Aujourd'hui au Faso, signature d'un accord cadre RDC M23 au Qatar, un schéma fragile à l'épreuve des staccato des armes. Journée nationale de sensibilisation sur la sécurité routière, le message du ministre Mahamoudou Sana. Protection sociale et bien-être des employés des boulangeries, pâtisseries et glaciers, les DG de la CNSS, Dr Herman Yakuba Nakanovo, un inspecteur du travail le temps d'une nuit. 5 à 7 pour le président et sénateur au Bénin, la démocratie post-talon en marche. Journée nationale du transport par rail, une première édition riche en découvertes. Justice, un an de prison ferme et une amende de 1 million de francs CFA requis contre l'avocate Ini Benjamin Esther Doli. Bureau national des grands projets du Burkina, le professeur Amidou Sawadogo, nouveau directeur exécutif installé. News du jour, des télévisions nationales s'insurgent contre les droits de retransmission de la Cannes 2025. LCI TF1 suspendu par la HAC au Mali. Les régions mobilisent 7 millions sur Faso Azeka pour Faso Mebo. Un jeune homme meurt dans un accident sur la Nationale 6 à Léo. Fête de fin d'année 2025, la LONABE offre 5 caillantes d'un montant total de 300 millions de francs CFA. Et nous terminons avec le journal Le Pays. À la une du Pays, Dédougou, il détourne près de 150 millions de francs CFA en complicité avec un commerçant. Coupe du Monde U17, les étalons font tomber les tenants du titre et filent en 8e de finale. Boulangerie, pâtisserie et glaciers, la CNSS déplore des cas de travailleurs non déclarés. Demessira, la voie de la solidarité nationale tracée. Promotion de la sécurité routière dans les balais, l'ONACER contrôle et sensibilise. Actu Sport, Mohamed Zongo affole l'Europe. Confidence du week-end, immatriculation des motos, des changements à partir du 1er janvier 2026 CP 6e et 2026, des précisions sur l'âge minimal requis. Merci beaucoup, Elage, pour ce titre. On revient sur quelques sujets d'actualité. Nous débutons par la relance du transport ferroviaire. Absolument. Vous savez très bien que dans les dispositifs des infrastructures routières dans un pays, alors le transport ferroviaire occupe une place importante, surtout pour un pays comme le Burkina Faso, un pays enclavé, où il faut maximiser sur les voies de connexion, d'interconnexion, non seulement entre les grands centres urbains, mais aussi à l'intérieur des grandes villes. Donc, voir le gouvernement revenir ou relancer en fait le transport par les rails est une très bonne initiative à travers la journée nationale qui s'est tenue à Bobo-Dioulasso. Cela va donc donner un nouveau souffle, effectivement un nouveau souffle à notre secteur du transport. Comme vous le savez très bien que les routes du développement passent par le développement des routes. Il faut forcément qu'au niveau des routes, on puisse mettre un accent particulier. Quand on parle de routes, il ne faut pas seulement voir les routes, il faut aussi voir, n'est-ce pas, le transport ferroviaire. Surtout que, à la lumière de ce que nous avons connu récemment, notamment la crise sécuritaire, alors le fait de mettre un accent particulier sur le transport ferroviaire, ça va effectivement contribuer à désenclaver beaucoup d'endroits reculés et également contribuer par la même occasion à asseoir un dispositif sécuritaire plus intense. Donc sans oublier que le transport qui est effectué par les cars n'est pas
le volume des marchandises qui est transporté par les cars ne peut pas être comparé par le volume des marchandises qui est transporté par les wagons, par les trains, etc. Donc, c'était également une préoccupation qui avait été formulée par les commerçants il y a très longtemps, et voir aujourd'hui que le gouvernement, à travers une structure qui est spécialement mise en place pour s'occuper du transport ferroviaire, cela va, comme je l'ai dit, constituer un ouf de soulagement pour les commerçants et aussi pour, n'est-ce pas, le déplacement des populations. Ce n'est pas seulement le côté marchandises bien qu'il faut voir, il y a également des trains qui peuvent effectivement jouer le rôle de trains donc de transport voyager pour les passagers, pour les grandes distances, et ça va également contribuer à un véritable maillage infrastructurel au niveau donc du pays, et je pense que c'est une très bonne initiative. Et il faut donc qu'au niveau national, surtout qu'il y a une société nationale qui est de fabrication des rails, de fabrication des wagons, etc. Et si vraiment alors l'accent est mis sur cette entreprise, cette société nationale, et que d'ici là, on puisse voir les premiers résultats de ces actions, cela va vraiment désengorger les grandes villes, parce que avec l'offensive agricole qui est lancée par le gouvernement, c'est sûr que d'ici là, nous allons avoir un surplus en termes de production céréalière, etc., et même le transport de l'or, etc. Donc je pense que c'est une très bonne chose, d'autant plus que la plupart des grandes nations ont misé sur une panoplie diversifié de moyens de transport. Il y a les véhicules, il y a les cars, il y a les taxis, il y a aussi le train, les tramways, les trains à grande vitesse, beaucoup d'autres formes, type donc de transport ferroviaire qui offrent plus de sécurité, plus de rapidité, plus de garantie. Donc je pense que d'ici là, cette initiative-là, ce type donc de transport va revenir à la surface pour le grand bonheur des populations. Et deuxième sujet, on s'intéresse à la régionalisation des dons Faso Mebo. Tout à fait, notamment à travers l'initiative Faso Azeka, qui est une application, qui est une plateforme donc, que nous trouvons sur les différentes applications, et qui permet, cette plateforme-là permet aux Burkinabés de l'intérieur comme de l'extérieur, chacun de contribuer en fonction de sa région. Vous pouvez faire au niveau national, certes, mais vous pouvez le faire également au niveau régional. Et vous savez que chaque fois, il y a des statistiques qui sont fournies par le ministère de l'économie et des finances, qui effectivement donnent une idée sur ce que chaque région contribue. Et nous sommes tout à fait contents de constater que chaque fois la région donc de Yadega est devant le Gouloumou, devant Sirva et puis Tapoa, etc. Donc c'est pour donc dire que c'est une nouvelle initiative qui va permettre, puisque par le passé, comme vous le savez, les dons de Faso Mebo se faisaient en nature. Il y avait beaucoup de personnes qui se plaignaient, notamment la diaspora, ceux qui sont à l'extérieur du pays, qui veulent effectivement contribuer à l'effort de la construction nationale, mais qui sont objectivement limités par la géographie, parce qu'ils ne peuvent pas, soit ils ne peuvent pas avoir dégagé un temps pour venir faire les dons et puis repartir. Donc la mise en place de cette plateforme-là, Faso Azeka, allumée au Trésor, va permettre effectivement de cela. Et il y a également la brigade de Faso Mebo qui est déployée dans les différentes régions. La semaine passée, on était à la région donc de Nando. On a vu effectivement les fils et les filles de cette région qui se mobilisent. Et également, donc, on venait de les voir, la région donc de l'ex-région de l'Est, savoir Goulmou, la Sirba, et la Tapoa, etc. Donc, qui ont également fait donc des dons dans ce registre-là. Cela va créer une saine émulation entre les ressortissants des différentes régions. Et quand on va faire le point, on saura effectivement quelle est la région qui a beaucoup plus contribué à l'initiative Faso Mebo à travers la plateforme Faso Azeka, mais aussi à travers les dons qui se font sur place,
qui se font sur place, devant donc les autorités régionales et également devant les responsables de l'initiative Faso Mevo. Donc il faut multiplier ces genres d'initiatives, permettre à chaque Burkinabé, à tout Burkinabé qui veut vraiment contribuer à l'édification, à la construction de la nation, car nous avons compris que seuls nous Burkinabés allons construire notre pays et personne d'autre ne le fera à notre place. Merci beaucoup, Elhaj, pour ces analyses. On va maintenant parcourir quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs. Nous recevons ce matin Imam Manoun Bakayoko. Il est du CERFI, donc imam au niveau du Cercle d'études, de recherche et de formation islamique CERFI. Et aujourd'hui, on parle de cette polémique sur la mendicité et surtout, que dit l'islam dans cette affaire. On en parle avec notre invité, Imam Bakayoko. Bonjour à vous. Bonjour Madame Nikiema. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup pour cette invitation et pour nous donner l'opportunité de parler effectivement d'un sujet d'importance aujourd'hui. C'est ça, qui fait l'actualité et nous avons voulu avoir votre lecture sur ce sujet de la mendicité parce que vous avez suivi avec nous. Il y a eu cette opération de lutte contre la mendicité qui est lancée et entamée par la brigade La Balle. Alors, en amenant bien sûr quelques mendiants déjà au niveau des travaux d'intérêt général. Et qu'est-ce que ça vous inspire? Quel est le commentaire que cette actualité vous inspire, Imam? Merci beaucoup, Madame. Effectivement, nous avons suivi comme vous cette opération. Et ce que nous avons compris comme intention ou objectif que vise cette opération, c'est de protéger la dignité humaine, parce qu'avant tout, effectivement, c'est de ça qu'il s'agit, et de pouvoir également assurer l'ordre public. Si tel, effectivement, est le cas, c'est une action à saluer, parce que pour nous musulmans, d'ailleurs, ça nous rappelle un fait historique d'importance, qui est l'action que le deuxième calife de l'islam, Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, en son temps, a pu bien faire et qui nous sert effectivement de leçon lorsque il a constaté que assez régulièrement, sinon régulièrement, des gens s'offraient ce loisir de rester dans la mosquée sans rien faire pratiquement, en disant nous faisons confiance à Dieu. Nous nous confions à Allah, il va assurer notre pitance. Et il leur dit, vous êtes présents ici, ne soyez pas comme des morts parmi les vivants. Ne soyez pas comme des morts parmi les vivants. Et il leur dit, en réalité, la vraie confiance, il s'agit d'agir et de mettre sa confiance en Dieu. Parce que sachez que Dieu ne va pas descendre pour verser de l'or ou de l'argent par terre pour quelqu'un. Pour ceux qui ne travaillent pas, notamment. Pour ceux qui ne travaillent pas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, croiser les bras, dire je fais confiance à Allah, c'est faire preuve de l'oisiveté. Alors que l'oisiveté, elle est haram, interdite, donc en islam. Ça dit ne rien faire. Oui. D'accord? Et cela corrobore très bien avec ce que le prophète de l'islam disait, en disant que, en réalité, il est mieux pour l'un d'entre vous de prendre justement une hache et une corde pour aller couper du bois, venir vendre. Donc, cela est mieux pour lui, pour gagner sa pitance, que de tendre la main qu'on vous donne pas. Voyez? Donc, c'est important. Donc, sur cet angle-là, il est important. Mais un commentaire quand même. Oui. Comme je l'ai dit, en tant qu'intention ou tel que c'est présenté, nous pensons que c'est non. Mais nous supposons qu'effectivement, il y a une construction derrière, c'est-à-dire en aval comme en amont, aval, pour cerner les racines réelles du problème. Le problème, c'est la mendicité. Ce n'est que la face visible d'un phénomène assez complexe pour ceux qui l'ont approché. Donc, nous supposons qu'ils sont allés vers, effectivement, une compréhension ou qu'ils vivent pour trouver réellement les causes réelles qui font que ces personnes se retrouvent dans ces places-là. Parce que si ce n'est pas ça, ça peut ressembler un peu à quelqu'un qui voit un mauvais arbre et qu'il élimine juste les branches, mais s'il n'a pas détecté les racines et les éliminer, ça va reverdir. Donc nous pensons qu'il faut peut-être voir les racines du problème et mieux les perspectives. Les perspectives, après ça, il faut quoi aussi? C'est aussi important parce que là aussi, ça nous rappelle ce que le même calife disait, Omar ibn Khattab, par rapport à
un gouverneur qui l'avait nommé et qui lui pose la question, toi en tant que gouverneur, quand on va t'amener un voleur, qu'est-ce que tu feras? Ben, il dit, la loi est claire, la loi islamique est claire, je lui couperai la main. C'est ça qu'on dit, non, de la charia. Et c'est ce que d'ailleurs peut-être beaucoup d'entre nous retenons de la charia, couper la main au voleur, etc. Ben, ah bon, toi, en tant que gouverneur, si chaque fois qu'on va t'envoyer un voleur, tu vas lui couper la main, sache que, alors chaque fois qu'on va m'envoyer quelqu'un qui n'a rien à faire, qui ne travaille pas, donc qui n'a pas l'opportunité de travailler, si on me l'amène de chez toi, je vais te couper la tête en tant que gouverneur. Parce que Dieu a fait les mains pour que les mains travaillent dans les halal, donc dans ce qui est licite. S'ils ne trouvent pas donc du travail dans les halal, malheureusement, ils vont agir dans les haram. Donc, il y a effectivement, de notre point de vue, un travail effectivement en amont comme en aval pour certainement encadrer cette opération. C'est ce que nous comprenons. Alors, Imam, quand on parle de mendicité, il y a tout de suite des gens qui beaucoup font le lien entre mendicité et puis l'islam. Certains disent c'est d'ailleurs l'islam qui a amené la mendicité ici. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nous éclairer davantage? Et que dit aussi l'islam sur la mendicité? Merci beaucoup, madame. Je pense que ça, ce serait effectivement un mauvais procès que l'on ferait à l'islam. C'est d'abord, la mendicité, c'est un fait de société. Il y a des raisons sociales qui font qu'effectivement les gens se retrouvent en mendicité. C'est pourquoi d'ailleurs je disais qu'il faut interroger les causes profondes. Mais historiquement, on retient que l'islam d'ailleurs est parvenu dans nos latitudes là, dans nos régions, grâce au commerce. Et qui parle de commerce parle d'économie plus. Ce n'est pas de mendicité, mais parle d'économie. Regardez peut-être même dans l'environnement, quelles sont la majorité des commerçants, c'est qui? Même jusqu'à aujourd'hui. C'est quand même de cette religion, il faut le reconnaître, c'est historique. Hein? Donc, l'islam qui encourage le commerce, l'islam qui, à son avènement, donc, a permis que les grands centres commerciaux se soient organisés autour justement des lieux de culte, des mosquées, et les grandes villes se sont constituées effectivement autour des grands centres islamiques. C'est historique, hein? Ça, c'est des faits historiques. Donc, historiquement, ce serait faux. Et deuxièmement, justement, qu'est-ce que l'islam dit? C'est ça le fond d'ailleurs qui nous intéresse. C'est vrai. Qu'est-ce que l'islam dit sur la mendicité? D'accord. C'est vrai qu'il y a un verset qui peut prêter à une confusion sur certaines personnes lorsqu'ils ne comprennent pas ce verset-là. Dans la sourate 59, au verset 41, Dieu va dire, parlant des croyants, il y a une part du mendiant et de nécessité dans leur avoir. Donc, il y a comme effectivement, voilà, une annonce que l'on doit s'occuper des pauvres et des nécessités. D'où la zakat, effectivement, qui va venir dire, enlève donc de ton bien une partie pour donner à des bénéficiaires, les premiers bénéficiaires parmi les 8, les 2 sont les pauvres et les nécessités. Ça, c'est effectivement l'encouragement. Mais quel est le fond? C'est-à-dire que c'est une responsabilité de la communauté de faire en sorte qu'il n'y ait pas de déflatés dans la communauté, une justice sociale. Donc, faire en sorte que on puisse avoir un système qui prenne en charge ceux qui, pour des raisons fondamentales ou des raisons réelles, n'arrivent pas à s'autosuffire. Ça arrive et c'est humain. Je veux dire, c'est des faits réels de la vie de la société. Donc, l'encouragement de la communauté à s'occuper des plus faibles, des nécessités, de ceux qui ont besoin de soutien. Mais attention, ça n'a jamais été l'objectif de l'islam de faire en sorte que les gens se retrouvent en train de mendier ou encourager à une quelconque mendicité. Au contraire, l'islam interdit la mendicité. Pourquoi? Parce que le prophète de l'islam va dire, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est lui qui ne cesse de mendier sans nécessité, il va arriver au jour de la résurrection, le visage complètement dégarni. En d'autres termes, chaque fois que tu tends la main alors qu'il n'y a pas une nécessité, c'est comme si tu t'enlevais de la chair de ton visage. Donc, on parle de nécessité ici. C'est quoi donc la nécessité? Oui, effectivement, il peut arriver des cas de force majeure où quelqu'un soit amené à demander de l'assistance
on se retrouve en situation de détresse. Par exemple, quelqu'un, même s'il est riche chez lui, s'il se retrouve peut-être dans une certaine contrée où il est en détresse, soit il a perdu tous ses biens, soit il est dans une situation, en tout cas, où il n'a pas ses moyens pour pouvoir se faire prendre en charge, et il a l'autorisation de demander de l'assistance. Ou quelqu'un qui subit une calamité, par exemple un incendie, ou en tout cas il a perdu ses biens réels, sans pour autant que ce ne soit une habitude, mais occasionnellement, il demande de l'assistance. D'accord? Il y a ces cas particuliers qui arrivent où on dit les cas de force majeure ou de nécessité qui amènent effectivement à demander de l'assistance sociale. D'accord? Je crois que ça existe dans toutes les sociétés. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mais jamais ça n'a été l'objectif justement de l'islam d'encourager qui que ce soit à la mendicité et pire, dire que des gens qui ont comme profession de mendier. Ça n'existe pas en islam. Ça n'existe pas. Alors, ce qui fait que beaucoup aussi se tournent vers l'islam, c'est notamment les foyers coraniques, il faut le dire, parce que généralement, les enfants qui font la mendicité au niveau des rues viennent de ces foyers coraniques-là. Alors, qu'est-ce que l'islam dit normalement, en fait, qu'est-ce qui doit être fait normalement pour que ces enfants ne partent pas mendier dans les rues? Alors, merci beaucoup, madame. Et là aussi, c'est une question de fond. Trois éléments essentiellement pour aller, parce que si on veut aborder ce chapitre, c'est toute une émission en réalité. Parce que la question des foyers coraniques doit être abordée d'abord sous l'angle du droit humain, normalement. Parce que la place d'un enfant, ce n'est pas dans la rue. C'est dans un cadre d'éducation. Donc s'il se retrouve dans la rue, on doit interroger effectivement qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se retrouve dans la rue. Voyez. Donc, premièrement, c'est des questions de droit. Comment se passe-t-il que des enfants qui normalement étaient envoyés pour aller étudier se retrouvent en train de mendier? Là, comme je l'ai dit, on doit interroger les causes. Si des parents, effectivement, c'est ce qu'il nous est donné de constater, que des parents, par exemple, vont simplement déposer ces enfants-là et il n'y a aucun accompagnement. Vous voyez, il va déposer l'enfant et puis c'est fini, il l'a confié à un maître et puis c'est vrai, le système de confiance, on le connaît en Afrique depuis les anciens temps. On va confier un enfant. Mais quand il y en a, par exemple, une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine, alors que tu n'as pas la capacité d'en nourrir plus de 10, justement, d'où la deuxième responsabilité. Première responsabilité, les familles. Pourquoi des familles vont déposer leurs enfants sans accompagnement? Est-ce que ça viendrait dans la tête de quelqu'un aujourd'hui aller amener son enfant dans une école, on va dire, ordinaire, classique, et ne pas payer les frais de scolarité? Il va se retrouver dans la rue, hein. On va le chasser. Donc, comment est-ce qu'on se permet d'aller déposer des enfants chez des maîtres sans accompagnement? Et comment se fait-il, deuxièmement, que des maîtres acceptent d'accueillir des enfants au-delà de leur capacité d'encadrement? Responsabilité, second. Et comment se fait-il que les permettent d'aller dans la rue lorsqu'ils savent que la mendicité est interdite en islam, comme on vient de le dire? C'est des questions. Et comment se fait-il que l'école coranique, qui était, il faut le dire aussi historiquement, hein, c'était la première forme organisée d'éducation en Afrique, hein, on l'a connu avec l'avènement de l'islam bien avant la colonisation. Et comment se fait-il que cette première forme d'éducation se soit retrouvée complètement dépassée? La raison, elle est là aussi, hein. On est tous interrogés. On a mis en place un système qui a ignoré ces écoles-là. Dites-moi quel est le ministère qui a en responsabilité la tutelle, par exemple, de ces écoles coraniques. On parle d'écoles coraniques. Des fois, quand on agit, c'est beaucoup plus au plan social. Oui, ça peut être de l'appui ponctuel, peut-être au plan social, mais c'est une question d'éducation. Donc, la problématique, elle est rare. Hein? Ça interpelle tout le monde. Ça interpelle les familles, ça interpelle les maîtres coraniques, ça interpelle effectivement la société, les communautés, la communauté musulmane en particulier. Ça interpelle les gouvernants aussi. Comme je l'ai dit, on a travaillé à mettre en place une école, effectivement, avec l'avènement du colonisateur, mais on a ignoré complètement, parce qu'il y a un besoin, il ne faut pas nier. Il y a un besoin. Les foyers coraniques rigolent beaucoup. Oui, il faut le au niveau du CERFI, nous, en 2013, nous avons fait une étude, un recensement général des foyers coraniques au Burkina Faso. On a trouvé, sur l'ensemble des 13 régions, 7502 foyers coraniques. 7502 foyers coraniques. Avec un monde fou derrière, 139 345 talibés. C'est pas zéro. Tout cela, est-ce qu'on doit les jeter dans la poubelle?
c'est des citoyens. Et comme je l'ai dit, il y a des témoignages où on a mis l'école, j'allais dire normale, entre guillemets. Dans certaines régions, les gens sont refusés d'envoyer leurs enfants. Mais quand il y a l'école coranique, ils envoient leurs enfants. Ça veut dire qu'il y a un besoin. Mais comment on fait en sorte que cette école-là réponde à son nom, école coranique? Prendre en compte le besoin que les parents ont envoyé leurs enfants là-bas, mais faire en sorte qu'ils ne soient pas effectivement des laissés pour compte. Ça aussi, c'est une interrogation à laquelle on doit répondre, en tout cas, avec la responsabilité de tous les acteurs. Donc, imam, on comprend que si son enfant est dans une école coranique ou dans un foyer coranique, et en principe, l'islam ne dit pas qu'il faut forcément aller demander, comme puisque vous nous avez dit que la mendicité est d'ailleurs interdite en islam. C'est pas forcé que l'enfant puisse aller mendier pour ramener quelque chose. Ça ne fait pas partie de l'enseignement, en fait. Pas du tout. J'ai envie d'aller loin. Vous savez, c'est vrai que quand vous allez interroger même de la littérature à l'actualité, certains vont faire ressentir le fait que dans l'ancien temps, quand des maîtres permettaient, je dis bien permettaient, et le terme je le choisis bien, à leurs enfants d'aller mendier, il y avait une raison. Premièrement, l'éducation à l'humilité, quel que soit le statut finalement que l'enfant il a de par son affiliation, il fait comme tout le monde. Il y a cette thèse-là qui est tenue. Et puis, il y avait que l'école coranique était comme une école communautaire. C'est-à-dire que le maître coranique, il reçoit l'enfant des gens de la communauté et en contrepartie, les gens de la communauté nourrissent l'école. Okay. Donc, généralement, et même jusqu'aujourd'hui, il y a certains contrôles, ça existe, c'est-à-dire l'enfant, il va faire des travaux domestiques au niveau de la famille, où il doit aller mendier le soir, et le soir, il va laisser faire servir. Ça existe jusqu'aujourd'hui. Il y a des cas, par exemple au Sénégal, il y a le terme qu'on utilise d'aradei, c'est-à-dire que les tutrices des foyers coraniques. C'est-à-dire il a la tutelle d'un ou de deux ou de trois talibés qui viennent régulièrement faire le ménage chez eux et puis en contrepartie, ils leur donnent de la nourriture. Il y a ça qui existe. Donc, il y a tout ça qui, dans l'histoire, nous dit que effectivement, ce n'est pas étranger, c'est vrai. Mais attention, dans les principes, on parle de principes en islam, il est haram d'envoyer quelqu'un comme ça pour aller, c'est-à-dire simplement s'enrichir par la mendicité pour venir. Puisqu'on l'a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la main qui donne, non seulement elle est meilleure que la main qui est tendue, mais il dit celui qui mendie sa nécessité, en réalité il est en train de se dégarnir le visage pour en arriver sans chair au jour de la résurrection. Alors, et puis le maître, si c'est ça qui l'attend pour se nourrir, c'est grave. Parce qu'il ne sait pas d'où vient l'argent là. Peut-être que c'est un voleur qui le donne. Alors que dans la spiritualité musulmane, l'une des conditions pour que tes prières soient exaucées, pour que tes invocations soient exaucées, il y a la source de ton alimentation. Si ça vient de ce qui est haram, par exemple, interdit, il y a un problème. Donc, tout ça pour dire qu'en réalité, dans le principe, l'islam n'a jamais encouragé. Dans les faits, oui, on constate des dérives, comme dans toute société, comme dans tout système, il y a des dérives. Et de notre point de vue, c'est à corriger. C'est à corriger. Alors, vous avez évoqué les maîtres coraniques, d'ailleurs, qui attendent le retour de ces enfants en termes financiers. Et on a vu le cas malheureux de cet enfant donc, de 13 ans, bastonné, ligoté, privé de nourriture par son maître coranique. Heureusement, aujourd'hui, il se porte bien, il est en soins. Et parce qu'il y a eu une dénonciation anonyme qui a permis qu'on puisse le sortir de là. Le maître coranique en question est sous mandat de dépôt. Alors, des cas comme ça aussi, imam, ce sont des cas forcément qui, quoi qu'on dise, ce sont des cas qui salissent un peu la religion. Vous avez tout à fait raison. Heureusement, c'est des cas isolés. Et d'ailleurs, pour compléter ce que je disais, qui fait le lien, quand on parle de maîtres coraniques qui envoient leurs enfants pour aller mendier ou pour aller ramener de l'argent, heureusement que ce n'est pas tous les maîtres coraniques. Et ce n'est même pas la majorité, heureusement, parce qu'effectivement, on voit que, comme c'est dans la rue, on voit que, mais il y a des foyers coraniques, comme je l'ai dit, nous avons eu la chance de travailler sur ce sujet à fond, avec des maîtres coraniques de 2018 à 2021. Il y a plein de foyers coraniques où il n'y a pas de mendicité. Il
font de l'agriculture, ils font de la maraîchiculture, ils font beaucoup. Et notre accompagnement, c'était d'ailleurs dans ce cadre-là, comment est-ce que améliorer leur cadre d'apprentissage et de vie. Donc, il y a plein, effectivement, de foyers coraniques et qui existent depuis longtemps, hein, depuis plus de 200 ans. Il y a des foyers coraniques aujourd'hui au Burkina qui existent. Il n'y a pas une seule école au Burkina Faso, école, j'allais dire, gouvernementale qui a plus de 200 ans. Mais il y a des foyers coraniques qui ont plus de 200 ans. Et je vais dire qui ont un système normal. C'est ça que j'appelle le système normal, avec tout ce qu'il y a comme peut-être raté dans les réformes qu'il faut pour les rendre beaucoup plus efficaces et être en phase avec le contexte précis. Donc, pour en arriver à ce cas malheureux, effectivement, nous en convenons que ça ne peut pas être cautionné par l'islam où le maître mot, c'est la miséricorde. Allah dit à son prophète, Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. On n'est envoyé que pour être une miséricorde pour l'humanité. Donc, celui qu'on imite en tant que maître coranique, qui est le prophète, il a été une source de miséricorde. Donc, on ne peut pas être du coup à l'antipode de cela, devenir par exemple une source de châtiment ou de malheur pour les autres. Donc, c'est compris. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais éduqué de cette sorte-là, sans respect de la dignité ou, j'allais dire, de l'intégrité physique des personnes. On n'en a jamais vu dans la littérature, dans l'histoire donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui le modèle dans tous les cas. Voilà, donc c'est un cas malheureux qui est naturellement à dénoncer, à faire en sorte qu'on ne vive plus de tels cas. Alors, Imam, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est ce que dit la loi burkinabé sur la mendicité, parce que la mendicité est interdite, déjà interdite par la loi, vous l'avez dit aussi, interdit en islam, donc c'est vraiment une pratique qui ne devrait plus exister. Oui, c'est ce que je dis. Effectivement, quand on regarde un peu les éléments de loi, on en souvient encore de ces lois-là depuis 1996 qui interdisent la mendicité. On a également des lois pénales, même en la matière, etc. Il y a suffisamment de provisions au niveau donc de la loi. Et en islam, comme je l'ai dit, il y a suffisamment de preuves qui montrent que l'islam est contre la mendicité. Maintenant, c'est un fait de société. Il faut interroger de notre point de vue, comme il l'a dit, toutes les raisons, toutes les causes, identifier toutes les racines du mal et voir comment les traiter de fond. Et c'est pourquoi nous pensons que l'opération, nous supposons que c'est ça, l'opération devrait être juste un élément pour pouvoir effectivement annoncer le meilleur avenir, à savoir une réflexion profonde sur la question et des actions effectivement en termes de perspective pour que on puisse effectivement conjurer ce mal, parce que c'est un mal. Parce que là, ça peut aller plus loin. C'est des personnes finalement d'une certaine vulnérabilité où tout peut rentrer. Par qui tout peut rentrer. Donc, il est bon de faire en sorte que, en réalité, on n'ait pas ces déflatés sociaux qui nous traînent au pied comme des boulets, et ça ne va pas nous permettre d'aller loin. Est-ce que vous avez des alternatives peut-être à proposer pour peut-être éviter beaucoup plus de mendicité dans nos rues? Oui, je pense qu'effectivement, en termes de perspective, ça ne devrait pas manquer. Nous disons qu'il faut une réflexion pour interroger d'abord toutes les causes qui font que des gens se retrouvent dans la rue. Si, effectivement, je prends le cas précis des talibés, qui sont ceux que l'on voit le plus, pourquoi ces gens se retrouvent dans la rue, nous l'avons dit. Il faudra qu'effectivement, depuis l'école coranique, on lui donne réellement son vrai statut. C'est-à-dire une réflexion qui permette effectivement de mettre de l'ordre dans ce milieu. En termes de dire, premièrement, programme, il y a quoi qu'on enseigne. Deuxièmement, accompagnement. Parce qu'on ne le nie pas. Si ce n'était pas, par exemple, je prends juste cet exemple-là, les cantines scolaires, c'est pas moi je le dis, c'est un ministre qui le disait en 1995, n'eût été la cantine scolaire, beaucoup de cadres ne seraient pas là où ils sont aujourd'hui. Il a fallu cette organisation pour offrir à manger à des gens pour qu'ils puissent rester étudier. Et donc, nous pensons que si, par exemple, il y a une réforme qui permette effectivement de prendre en compte suffisamment ce beau monde des écoles coraniques, de leur donner le statut réel, de faire en sorte qu'ils éduquent réellement, et puis pouvoir justement les soustraire de la rue pour qu'ils s'occupent de l'éducation, déjà ce serait du gagner.
Et puis après, les résidus, j'appelle ça les résidus, les adultes qui se retrouveraient dans ce sens-là, comprendre pourquoi ils y sont. Effectivement, comme on l'a dit, c'est des bras valides. Et si tant est qu'ils sont des bras valides, les former à des métiers, les former à se prendre en charge, pour qu'effectivement, il n'y ait pas de raisons à évoquer pour se retrouver dans la mendicité. Je pense que c'est ça qui est le fond de la question. Pour le cas des enfants talibés, comme vous l'avez dit, Imam, est-ce qu'il faut, vous avez dit, recadrer, essayer d'organiser ces écoles coraniques? Autant on paye pour l'école classique, autant on paye pour franco-arabe. Est-ce qu'il faut arriver, s'il le faut, à ce que si vous venez pour demander au maître coranique de récupérer votre enfant chez lui, que vous puissiez aussi donner des rançons pour que quand même celui-là puisse s'occuper de vos enfants? Exactement. En réalité, c'est pourquoi je dis que ça nécessite. Parce que si on refait l'histoire, l'école coranique était comme une école de la communauté. Je l'ai dit pour me répéter. Et ce n'était pas du gratuit en réalité. Quand le maître offrait de l'enseignement, il recevait en contrepartie le soutien de la communauté. Après, quand l'économie est devenue monétaire, c'est-à-dire l'argent, qui permet en fait d'assurer tout, on n'a pas continué. Je vais dire qu'on n'a pas pris cette donne en compte. C'est ça. On a pensé que non, parce qu'il est fait fils habilila, donc en même temps lui aussi il envoie les enfants pour faire fils habilila. C'est-à-dire il les fait au nom de Dieu, donc il faudra que ces enfants aient dans la rue pour aller encore demander au nom de Dieu. Non, effectivement, je pense qu'il faut revenir à la normale, qui est que aujourd'hui l'éducation a un prix. C'est la réalité. Ouais, autant on veut que l'enfant puisse avoir un savoir, autant on doit payer. Aujourd'hui, nous payons dans les écoles classiques. On prend des encadreurs à la maison, des répétiteurs, et tout. Mais quand il s'agit finalement de l'enfant, comme on aime à le dire, du Coran, on va les lancer effectivement là. Alors que non, c'est une éducation qu'on souhaite. Donc, il est bon que les familles prennent les responsabilités et que les maîtres aussi soient suffisamment responsables. Tout comme nous le disons aussi au niveau plus global, étatique, il est bon qu'il y ait une réforme de ce secteur-là pour que ce soit véritablement des cadres d'éducation. Alors, notre temps est terminé, presque, Imam. Et le mot de fin, c'est vraiment vous permettre aussi de dire un mot sur, rappeler encore ce que l'islam dit sur la mendicité, parce que ça porte à confusion ce qu'on entend un peu en termes de commentaires actuellement. Ouais. Oui, merci beaucoup, comme je le disais au départ, de nous avoir donné cette opportunité de contribuer à cette réflexion sur un sujet important parce que nous sommes à un tournant décisif de notre communauté, de notre vie en communauté. On a suffisamment de polémiques dans nos sociétés. Je pense qu'il ne faut pas en rajouter. C'est des sujets qui sont assez clairs, sur lesquels il faut rappeler effectivement à chacun sa responsabilité. Donc nous pensons qu'il faut que les gens reviennent à une réflexion beaucoup plus posée et puis un dialogue constructif. Interroger les phénomènes dans sa profondeur pour voir quelles sont les solutions plutôt que de polémiquer là-dessus. Et donc, pour l'islam, comme je l'ai dit, l'islam naturellement est très clair sur la question. Oui, celui qui est en détresse, quand il tend la main, on l'assiste. Mais celui qui, par habitude ou par avidité ou par loisiveté, se donne effectivement ce loisir de tendre la main, non, on doit le réformer. D'accord? Et puis, dire que tout ça, ça doit amener effectivement à pouvoir donner des perspectives aux gens pour qu'ils ne soient pas dans une telle vulnérabilité au point, finalement, d'être en insécurité humaine. Parce que c'est une insécurité humaine que d'être dans la mendicité. Je l'ai dit, ça peut être une porte ouverte à beaucoup d'autres mots. Parce que c'est une vulnérabilité. Lui qui cherche juste peut-être 1000 francs, imaginez qu'on lui donne 10 000 francs ou 100 000 francs, à quoi il résiste après? Quand on dit que la main qui donne est supérieure à la main qui prend, tant que tu prends, tu es plus vulnérable. Et qu'est-ce que tu fais en contrepartie pour celui qui te donne? Donc, il faut qu'on est dans un contexte où ça nous interroge tous de pouvoir effectivement nourrir des réflexions profondes pour effectivement vraiment prendre la chose dans sa globalité et pour pouvoir espérer qu'on puisse cheminer vraiment vers un lendemain bien meilleur pour notre pays dans la cohésion sociale et dans une compréhension mutuelle des choses. Merci beaucoup, Imam, d'avoir répondu à notre invitation.
C'est moi qui vous remercie. Restez avec nous. Je rappelle que l'imam Nouhoun Bakayoko est du CERFI, le Cercle d'études de recherche et de formation islamique. Et donc, on parlait justement de cette situation et de la polémique sur la mendicité. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. On marque une petite pause et on revient. Et de retour sur ce plateau pour la suite de cette émission, nous allons parler avec le cabinet IFAD. Donc, nous sommes avec le directeur de ce cabinet-là. Nous recevons M. Sir Apollinaire Zongo, directeur du cabinet Initiative for Africa Development, en abrégé IFAD. Bonjour, M. Zongo. Bonjour, madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci bien. Alors, vous êtes également avec M. Armel Kaboré, responsable des opérations du cabinet IFAD. Bonjour, M. Kaboré. Bonjour, madame. Bienvenue. Merci. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau pour faire découvrir votre cabinet, mais surtout aussi nous parler de la rentrée des entrepreneurs. Vous allez nous dire de quoi il s'agit et comment y participer. Monsieur Kaboré, donc, Monsieur Zongo, du moins, on commence par vous. Vous êtes le directeur de ce cabinet-là. Donc, présentez-nous plus votre cabinet. Merci beaucoup, madame. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons ici. Et bonjour aussi aux téléspectatrices et téléspectateurs. Et le cabinet Initiatives for Africa Development, c'est une entreprise qui capitalise aujourd'hui une dizaine d'années d'expérience dans le domaine de l'accompagnement, que ce soit des entreprises, des sociétés coopératives, et aussi sur les questions liées au marché et des financements des différentes entreprises. Et bien sûr, à cela, comme on le dit, et c'est aussi du coaching que nous faisons, parce que nous accompagnons et nous avons innové dans notre système d'accompagnement pour aller dans un coaching professionnel afin de donner plus de compétences, plus d'opportunités à ceux-là avec qui nous travaillons de réussir dans leurs affaires. Donc vous accompagnez ceux-là même qui veulent se lancer dans les affaires ou qui sont déjà dans les affaires? Alors, disons que nous accompagnons ceux-là qui veulent déjà et ceux qui sont déjà dans l'entrepreneuriat. Donc, nos cibles, c'est les deux. Les deux. Voilà, donc nous les accompagnons à travers notre coaching personnalisé afin qu'ils puissent réussir leurs affaires. Vous avez dit que votre cabinet existe depuis combien de temps? Une dizaine d'années. Une dizaine d'années, Voilà, nous capitalisons aujourd'hui 11 ans d'expérience dans le domaine de financement et d'accompagnement des entreprises. D'accord. Alors, Monsieur Kaboré, vous êtes responsable des opérations et ça consiste à quoi votre travail, responsable des opérations? Ok, merci bien. Et merci également aux téléspectateurs qui nous suivent. Il faut dire que le responsable des opérations, je m'occupe de tout ce qui est cadre opérationnel dans le cadre de la mise en œuvre de nos activités. Tout ce qui est relation avec les partenaires, et tout ce qui est mission terrain, voilà, est de mon ressort en tout cas au niveau du cabinet IFAD. Et pourquoi on devrait par exemple faire appel à votre expertise, monsieur le directeur, pour un jeune entrepreneur qui vraiment ne s'est pas encore lancé ou quelqu'un qui est dans ses affaires, qui voudrait bien de l'accompagnement? Pourquoi cette personne devrait choisir votre cabinet? Pour plusieurs raisons. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous capitalisons aujourd'hui d'une expérience de plus de 10 ans dans le domaine de l'accompagnement au Burkina Faso. Et nous avons donc accompagné différents types d'entrepreneurs, donc des startups, et également des gens qui sont aujourd'hui déjà dans l'activité. Pourquoi avec nous? Alors parce que nous travaillons avec efficacité et surtout avec innovation. Et cela fait que nous arrivons forcément à des résultats qui sont probables et qu'aujourd'hui nous sommes fiers de dire que voilà, nous avons accompagné des gens et qui réussissent dans leurs affaires. Donc il faut dire de façon très pratique que nous allions donc professionnalisme, innovation et efficacité dans notre travail. C'est pourquoi il faut nous choisir, c'est pourquoi il faut venir et il faut donc faire l'expérience pour comprendre. Et vous choisir, on peut profiter aussi de cette activité que vous organisez, que vous dénommez la rentrée des entrepreneurs. La rentrée des entrepreneurs, c'est bien ça? C'est bien ça, madame. C'est quoi ça, la rentrée des entrepreneurs? Qu'est-ce que c'est? C'est quel événement? La rentrée des entrepreneurs,
tel que nous l'avons dit, c'est partant de notre expérience sur les 10 ans. Ok. Alors, nous sommes partis du constat tout simplement qu'aujourd'hui au Burkina Faso, la plupart des entrepreneurs gèrent le quotidien. Alors, la gestion du quotidien s'agit tout simplement de faire quoi? De gérer des problèmes. Or, une entreprise qui se veut performante, qui a de la vision, toujours doit se projeter. Projeter, c'est s'asseoir et se dire dans 5 ans, dans 10 ans, voilà où nous allons y aller. Donc, c'est des questions existentielles, autant pour nous-mêmes et que pour notre entreprise. C'est pourquoi, à ce constat, nous avons dit, il faut s'arrêter. Ok. Il faut qu'on regarde dans le rétroviseur où nous en sommes et où nous partons. Et mieux encore, nous avons la chance que nous sommes en fin d'année et c'est le moment de planifier. C'est le moment de se dire, pour les années à venir, pour 2026, alors voilà où nous allons y arriver. C'est ce moment-là donc que nous voulons offrir aux entrepreneurs pour leur dire, allez, on peut continuer le chemin avec plus de vision, avec plus d'efficacité. Et nous avons la chance que le Burkina aujourd'hui est une destination pour beaucoup de pays. Donc c'est en train de prendre une nouvelle orientation et il faille que, en tant qu'entrepreneur, nous puissions être dans la dynamique. Et c'est pour ça que nous avons dit, venez, asseyons-nous, voyons comment est-ce que nous allons nous projeter, voyons comment est-ce que nous allons saisir les opportunités aujourd'hui pour que dans les 5 ans, 10 ans à venir, nous puissions encore nous hisser au-delà donc des objectifs que nous nous sommes fixés. Donc voilà un peu la rentrée des entrepreneurs, voilà un peu ce que nous envisageons avec les uns et les autres. Ok. Donc on va parler du programme d'activité. Monsieur Kabouré, qu'est-ce qui est prévu pour cette rentrée des entrepreneurs? D'accord. D'entrée de jeu, je vais compléter un peu ce que DG vient de dire. Okay. La rentrée des entrepreneurs, c'est, on peut dire, l'un des plus grands, pour être modeste, l'un des plus grands rendez-vous entrepreneurs et partenaires financiers ici à Ouagadougou, au Burkina Faso. Et c'est le 28 novembre. C'est le 28 novembre 2025 du côté de Rojalnou Siège Afrique, 6 à Ouaga 2000, et derrière la salle des banquets. Il faut dire que à ce rendez-vous, nous aurons une série de communications, avec des experts du monde de l'entrepreneuriat, ici au Burkina Faso et en Afrique, des communications qui vont porter sur des thèmes tels que les secteurs porteurs en Afrique, les opportunités de financement et les conditions d'éligibilité. Savoir d'abord si les financements sont accessibles, s'ils sont accessibles, comment les saisir, parce que nous savons aujourd'hui que l'une des difficultés auxquelles les promoteurs sont beaucoup plus confrontés, c'est la mobilisation des ressources. Alors, est-ce que les ressources sont disponibles? Comment on fait pour les saisir? Quelles sont les capacités techniques et humaines pour les saisir? Alors, ça sera l'essentiel des communications, en tout cas pour cette rentrée des entrepreneurs qui est à sa première édition cette année. Et nous invitons les porteurs de projets, les entrepreneurs, les salariés en reconversion à s'inviter en tout cas à cette rencontre parce que c'est le rendez-vous à ne pas manquer. Et bien sûr, j'ai vu sur l'affiche que vous parlez de plus de 200 entrepreneurs attendus et à cette activité. Monsieur le directeur général, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? Alors, merci bien. Ce que je voudrais d'abord dire, ça veut dire, en termes d'entrepreneur, il faut d'abord que je le définisse pour qu'on puisse mieux nous comprendre que entrepreneur pour nous, c'est déjà ceux-là qui sont en activité. Quand bien même je suis devant ma porte et que je vends des beignets, c'est mon business et donc vous êtes concernés. On est déjà concernés. Donc, nous ne faisons pas donc de différence entre les entrepreneurs. Donc, tous nous sommes invités. Voilà. Donc, ça, c'est un premier élément que je voudrais donc souligner. Voilà. Et dire que nous avons choisi à cet événement précis de traiter des questions de financement. Parce que tout entrepreneur ne passe de projet en projet. Et qu'est-ce qui se passe? La seule question qui nous revient, c'est la question de financement.
Voilà, donc 200 entrepreneurs, c'est quel que soit le domaine dans lequel vous intervenez, alors nous avons donc des possibilités de pouvoir donc vous présenter des opportunités afin que vous puissiez donc les analyser et bien sûr pouvoir les capter et les mettre bien sûr en œuvre. Quelles sont les conditions pour les entrepreneurs qui veulent bien participer? Les conditions, c'est très simple. Nous avons dit juste 5 000 francs pour juste avoir accès, donc bien sûr, à la salle pour justement pouvoir prendre part aux différentes sessions. Nous aurons des B2B comme nous l'avons dit. Et bien sûr, nous aurons un moment convivial à la fin pour que vous puissiez échanger directement avec les uns et les autres et pouvoir établir donc des relations d'affaires. D'accord. Et comment est-ce que déjà on s'inscrit? Et comment on peut s'inscrire déjà en attendant? Donc, M. Kavouré, comment on peut s'inscrire? Les inscriptions ont débuté et se poursuivent toujours à travers les numéros disponibles sur l'affiche, directement par appel ou par WhatsApp, notamment le 66 61 11 36 04 04 04 54 et également sur la plateforme Facebook officielle de la rentrée des entrepreneurs à travers un lien Google Form. Alors tous ceux qui veulent s'inscrire peuvent en tout cas prendre attache en tout cas à ces différents numéros-là, ou soit aller sur la page Facebook ou se rendre directement au siège de Rojalno Afrique, derrière la salle des banquets de Ouaga 2000, c'est pas caché. Voilà. Merci beaucoup, nous avons épuisé notre temps, donc on vous permet un mot de fin, monsieur le directeur général. Mon mot de fin, c'est d'abord dire merci vraiment à la télé Savane Média qui offre donc des plateaux pareils pour que nous puissions nous exprimer, et c'est de lancer en fait à la fin un appel à tous les entrepreneurs. C'est le moment de se retrouver, c'est un rendez-vous à ne pas manquer, et donc le 28 à 15h30, il faut le noter dans notre agenda et nous allons projeter donc l'avenir avec plus de sérénité. Merci beaucoup, merci d'être passé, merci à vous également. Restez avec nous, on va dire au revoir aux téléspectateurs ensemble. Merci à vous qui nous avez suivis, merci et bonne journée. On vous souhaite une excellente semaine d'ailleurs à l'écoute.